Donc voilà, bienvenue à tous pour ce nouvel échange sur l'Énéade héliopolitaine. C'est la continuité de ce qu'on voyait depuis 3 semaines déjà maintenant, sur ce que je vais appeler moi les humanités classiques kémètes des anciens Égyptiens, des pharaons. Donc bienvenue, Mbote, Dakar, Bolo, Apeni, Akwabo, Yawezon. Donc, on va continuer, comme je disais à l'instant, sur l'Énéade. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein. On avait commencé par le Noun. On se souvient que le Noun était un espace informe, euh, qu'on dit un espace primordial, on va dire ça, d'où le démiurge a pris conscience de lui-même et a émergé. Donc c'est un espace informe qu'on peut pas s'imaginer, qu'on a du mal à s'imaginer, mais d'où tout est parti selon la philosophie des Kémètes, des anciens Égyptiens. Donc on retrouve cette déclinaison un peu partout en Afrique noire, que ce soit chez les Dogons, les Bambara, au Congo, on a un peu cette vision du monde. Donc je vous disais la dernière fois chez les Dogons, ils appelaient cet espace primordial un peu le Nomo. Et on en a retrouvé quelques traces de ces informations dans le livre de Théophile Obenga sur la philosophie africaine de l'époque pharaonique. Aujourd'hui, on va pas prendre beaucoup de temps, on va continuer sur ce qu'on voyait la dernière fois. On va attaquer tout de suite Geb et Nout, sachant que la semaine dernière, on a vu Chou et Tefnout. Et donc, avant d'attaquer Geb et Nout, qui est-ce qui peut me dire en 2 mots ce qu'il se rappelle de Chou et Tefnout, de façon à ce que Eva, qui n'était pas là, puisse rentrer dans le vif du sujet. Moi, je veux bien. Alors, Charis veut bien. Alors, Charis, s'il te plaît. Chou et Tefnout sont deux frères jumeaux. Oui, vas-y, hein. Et Chou porte le ciel, tandis que Tefnout est le ciel. Alors, tu dis, Chou et Tefnout sont deux frères jumeaux. Chou porte le ciel. Non. Il y Ah, a une sœur et un frère. ah d'accord. Donc, c'est des jumeaux. On peut, si tu veux conserver le terme jumeau, on peut garder le terme jumeau, mais c'est pas des jumeaux, comme on dirait en science ici, monozygotes. Ils n'ont pas de même sexe. Il y a un principe mâle et un principe féminin. On est d'accord? Alors, Oui. qui est le principe mâle et qui est le principe féminin? Chou est le principe mâle et Tefnout est le principe féminin. D'accord. Donc voilà, Chou et Tefnout. Alors, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que ces deux entités représentent dans l'Énéade? Chou représente le ciel. Chou représente le ciel et Tefnout représente l'air. Alors, donc, va plus loin dans ta précision, s'il te plaît. Euh, Chou, euh, bah, on dit que Chou porte le ciel parce que... Ah merde, je me suis trompée en fait. Non, mais vas-y, Non, ça, c'est ça pas te ça. permet de réviser en même temps.
Donc, Chou porte le ciel, ça c'est vrai, on l'a vu. Mais, donc quand tu dis Chou est le ciel, qu'est-ce qu'il représente en fait dans l'espace? C'est quel élément de la nature? L'élément de chou est l'air. Et Voilà, Tefnout, c'est l'eau. Ou voilà. la terre. Non, c'est Non, l'eau. c'est l'eau. Voilà. Donc, l'élément que représente Chou, c'est l'air, et l'élément que représente Tefnout, c'est L'eau. l'eau. Mais en fait, on a vu un petit peu plus loin que ça, parce que dans les textes, des fois, euh, Tefnout est aussi assimilé à l'air. Donc, ce serait plutôt à ce moment-là de l'air humide, d'accord? Alors que Chou, ce serait plus de l'air sec. Hein. Et donc, ces deux notions-là nous renvoient un peu à des notions scientifiques où l'air peut changer d'état. Hein, peut changer d'état. Par exemple, euh, dans le ciel, vous avez des nuages qui, en se condensant, après donnent de la pluie. Vous savez ça? Oui. Est-ce que tout le monde sait comment la pluie tombe? Oui. Ouais. Donc la pluie vient du gaz que forment les nuages. Et le gaz, c'est l'air. Donc, vous voyez que à partir des mythologies, on peut creuser et aller un petit peu vers la science. Donc, quand les anciens Égyptiens racontaient des mythes, en fait, ils voulaient traduire de la compréhension qu'ils avaient du monde, les phénomènes qu'ils observaient. Vous saisissez le sens des choses? C'est pour ça que je répète toujours que des fois, il y a des divinités qui changent d'état, changent de forme. Mais par contre, ils ont un principe qui est primaire, qui est primordial chez eux, qui est révélé. Donc en l'espèce, ici, Chou, on dit pour simplifier que c'est l'air, et Tefnout, on dit pour simplifier que c'est l'eau. Euh, et on avait vu que le feu représentait un peu Ra, la déclinaison de Ra. Est-ce que ça va, Eva? Oui, Ok, tu as pu voir un peu ce qu'on a fait la semaine dernière? oui, j'ai D'accord, regardé une grosse ça partie. regarde. Bien. Donc là, est-ce que jusqu'à ce niveau, bon, on survole, hein, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Dites-le moi, comme ça, on va avancer. Oui. Ça va. Oui. Bon, ça va bien. Ben, donc, on va continuer dans la découverte des quatre éléments. Aujourd'hui, on va voir Geb, qui est le quatrième élément, on va dire. Et puis, on va voir Nout, qui en fait, on va voir ce que c'est, Nout. Bon, on va commencer par Geb. Je vais basculer sur Geb. On va voir si vous voyez mon écran ou pas. Je ne sais pas. Vous voyez toujours l'Enéade peut-être. Oui, on le Non, voit. Non, là, vous voyez on Google. voit, on voit Gabe. Voilà. Bon, ben écoutez, on est très bien. Donc, à partir de là, moi, je ne vous vois plus. Et celui qui veut parler, parle et dit son nom, en fait. OK? Bon, donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est Geb, dont j'ai tapé pour prendre un peu de temps. C'est Geb. On va commencer par Geb sur euh, Internet, et puis après, on ira voir ce que Théophile Obenga dit de Geb dans son livre La philosophie africaine de l'époque pharaonique. Donc ici, vous reconnaissez Geb à quoi? Qui est-ce qui peut me décrire Geb? Moi, je veux bien.
C'est coladé. Coladé. Vas-y, Tot. Il a un sceptre. Oui, Alors, tu veux décrire cette première image, c'est ça? oui. Ok. Bon, je ne vais pas l'agrandir comme ça, tout le monde voit, hein. Bon, c'est assez clair. Vas-y, il a un sceptre, ok. Puis, Et le bâton, pardon? qui est le bâton que tiennent la plupart des divinités Oui. Kemet de l'Égypte ancienne. Mhm. Oui, il a une queue. Oui, c'est une queue, je crois. Une queue de taureau Oui. tressée. Il Mais a- ça, on l'abordera une autre fois, mais c'est vrai. Et puis, il a un oiseau sur la tête. Ah, il a un oiseau sur la tête. Alors, il a la croix Ankh, on l'a vu, il a la barbiche des divinités. Lorsque vous voyez les divinités avec cette barbiche, donc c'est nos ancêtres, c'est pour spécifier l'ancestralité, en fait, les Nétérous, hein. Donc, cette barbe tressée renvoie toujours aux divinités. Parce que vous voyez dans les iconographies égyptiennes, les personnages avec une barbe comme ça tressée, ce sont des divinités. Et il a donc un oiseau sur la tête. Alors, c'est quoi comme oiseau? Tu pourrais me le dire, Tot? C'est quoi comme oiseau? Tu vois bien ou pas? Ouais, je crois que c'est un canard. Donc, c'est un canard. Ok. Donc, Geb a une caractéristique. Il a un canard sur la tête. Ok. Bon. Alors, quoi d'autre? Sur d'autres images, qu'est-ce qui caractérise Geb sur les autres iconographies que vous voyez, les autres fresques que vous voyez? Il est en dessous de Chou. Il est en dessous de Chou. Alors, pas vraiment, alors, il est pas en dessous de Chou. Regarde bien. Alors, déjà, Chou, sur quelle image tu décris, Charis? Dis-moi l'image, que je l'agrandisse un petit coup, qu'on voit. La La troisième, troisième en celle-là? partant. Celle-là Non, à ou côté. celle-là? Oui. Ah, bon, c'est celle-là, je vais l'agrandir. Bon, donc là, et donc, Gab, c'est lui, hein, c'est ça? Ce que je montre là. Oui. Bon, voilà, donc on voit, c'était principe, là, on voit qu'il est principe mâle, hein, on voit son sexe ici, et il est allongé, c'est ça? Il est Oui. allongé, mais tu dis qu'il est en dessous de Chou. Alors, euh, où est-ce que tu vois Chou? Bah, je pense que c'est la personne juste en haut là, avec la pluie et le soleil sur la tête. Ah, ben voilà, ok, tu l'avais vu. Moi, je l'avais pas vu. Ok, donc Chou est là. Et donc, Gab est en dessous. Bon, euh, ok. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre alors? C'est quoi le corps c'est quoi le corps de la Peut-être femme Nout. coupée? C'est Nout, qu'on va voir tout à l'heure. Ok, donc en fait, dans les iconographies, dans les autres iconographies, vous voyez que Geb est toujours allongé là. Il est allongé ici, en dessous de Nout, et Chou porte Nout, hein. Ici, alors ici, on voit pas bien, mais ouais, si, il est allongé là. Et Nout, on le voit ici, on va en parler tout à l'heure, on va pas s'étendre. Ici aussi, on voyait, donc ce dessin est encore un peu plus clair. Donc Geb, allongé, à côté de Chou ici, et Chou porte Nout. Bon, donc on peut dire que cette caractéristique-là, c'est connu, et on l'a décrit tout à l'heure, il a un canard sur la tête. Alors le canard, bon, je ne vais pas trop aller sur le canard, mais bon, on l'abordera peut-être un petit peu, euh, sinon on va s'embrouiller. Parce que c'est pas pour rien qu'il a le canard sur la tête. La dernière fois, on avait vu que Chou avait une plume sur la tête,
et ça représentait l'élément qui pouvait signifier l'air ou le vent, etc. Parce que la plume est légère, la plume vole, quelqu'un m'avait dit les oiseaux, tout ça. Et alors, donc, quand on dit le canard, alors, qu'est-ce qui connaît les canards? Vous connaissez les canards? Oui. Ah, ok. Alors, comment on va dire? Par rapport aux oiseaux qui vont haut dans le ciel, est-ce que le canard peut voler loin et haut? Non, le canard, il vole pas. Il Ah, reste Non, je à pense terre. que. il reste au sol. Donc, vous voyez l'analogie entre la terre et le canard? Mais un canard, ça vole? Oui, ça vole, mais ça ne vole pas comme les En oiseaux fait, ou un l'aigle, canard, ça vole, mais pas pas très haut. plus ou pas vraiment en haut. Pas haut. Il Mais, vole si- à ras mais du sinon, sol, oui, un canard, ça vole. il va voler sur certaines distances, mais il ne peut pas faire de très longues distances. Vous observerez. En fait, le canard, il peut voler, comme une poule peut voler, mais pas loin, pas très loin en fait. Et donc, le fait qu'on représente un canard sur la tête d'une divinité, c'est pour montrer que c'est plus proche du sol en fait, c'est arrimé. C'est pas un aigle. C'est pas un aigle comme on aurait pu le voir sur d'autres divinités, qui renvoient un peu plus à l'idée d'élévation. Hein, bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est important, parce que on a vu que les anciens Égyptiens, ils ne faisaient pas les choses comme ça. C'est vraiment, il y a toute une signification un peu cachée derrière tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que les Grecs ont parlé de mystère, hein, quand ils abordaient la philosophie égyptienne, parce qu'ils ne comprenaient pas tout. Donc je reviens à Geb. Donc on a vu Geb décrit ici avec le canard sur la tête. On a commencé à aborder pourquoi le canard. Bon, on va pas aller très loin, mais en tout cas, ayez à l'esprit que le canard se rapporte plutôt à la terre. Hein. C'est quelque chose de ancré plutôt dans la terre. Et donc on va lire, hein, comme on a l'habitude de lire, ce qu'on nous dit sur Geb. Je vais aller sur Mythologica, ça va être un peu plus décrit que sur Wikipédia. Ouais, on va lire un petit peu ça, peut-être pas tout, mais on va lire ça. On va lire ça, puisque en fait, oui, Geb est ici. Geb est ici. Voilà. Donc on va lire un petit peu Geb à partir de Mythologica. En fait, l'avantage de Mythologica, des fois je l'utilise avec vous, c'est que c'est écrit pour parler un petit peu à tout le monde, même aux enfants. D'accord? Donc comme ça nous permet d'être un peu plus près du panel, hein, tous ceux qui sont là. Parce qu'il y a des ados et puis il y a des post-ados, on va dire. Alors, qu'est-ce qui va nous lire les paragraphes sur Geb? On va commencer par le tout premier. Hein. Celui-là, vous le voyez, donc Geb. Qu'est-ce qu'il veut lire? Allez-y. Moi, je veux bien lire. Jaden, vas-y. C'est quoi? C'est le tout premier paragraphe tout en haut? Le premier graphe, et puis tu peux enchaîner sur le deuxième, voilà. Donc là, c'est la définition de Geb, en fait, quelque part. Vas-y. Ok. Alors, Geb, Keb ou Seb, le dieu égyptien de la terre et de la végétation, est le fils de Chou et Tefnout. Il est le frère jumeau et l'époux de la déesse de ciel Nout. De cette union naquirent 4 enfants. Il était aussi considéré comme le père des serpents. Ok. Attribut. Donc là, excuse-moi. Je vais juste faire un petit commentaire là. C'est que là, on insiste bien sur l'idée de terre et de végétation. D'accord? C'est Geb, c'est un terrien. Hein, d'accord? C'est un terrien. C'est l'aspect tellurique des choses. Ok? Contrairement à nous qui est plutôt
de ciel. On va le voir tout à l'heure. Et donc, ils se combinent tous les deux, hein, pour créer les autres divinités qu'on verra plus tard. Et on dit que il est le père des serpents. Mais bon, ok, vas-y, continue. Je vais descendre un petit peu, comme ça tu vas mieux voir. Vas-y, les attributs de Geb. Alors, Geb était dépeint comme un homme nu allongé sur le côté avec un genou relevé, portant une barbe postiche, une perruque à 3 pans, ceinte d'un bandeau. Dans le livre des morts de Enoutaoui, 3e période intermédiaire, conservé au British Museum, Geb est représenté avec une tête de serpent. Plus tardivement, il a été également décrit comme un bélier, un taureau ou un crocodile. En tant que le dieu de la terre et de végétation, Geb est parfois représenté avec une peau verte et des plantes qui poussent sur le dos. De l'eau jaillissait de son corps pour les arroser. On disait que de l'orge poussait sur ses côtes. Le signe utilisé dans son nom a été associé à la végétation et aux richters agricoles du bord du Nil. En tant que personnification de la terre, il est le créateur direct des minéraux, des pierres précieuses trouvées dans la terre. Il doit prendre soin de tout ce qui s'y trouve, animaux, êtres, plantes, etc. L'oie était son animal sacré et son symbole qui apparaît dans les hiéroglyphes de son nom et sur sa tête. Toutefois, il semblerait qu'il y ait parfois une confusion entre l'oie, grand cacteur, qui a pondu l'œuf d'où est sorti le monde dans la création d'Hermopolis, et l'oie, symbole de Geb. D'accord. Bon, il y a beaucoup d'informations ici. Beaucoup d'informations. Alors, ça inspire un commentaire à quelqu'un? Une précision. Il y a des précisions dans le texte. Par rapport aux échanges qu'on avait tout à l'heure, il y a des précisions qui nous ramènent au fait que Geb, c'est lié à la terre. Ça vous inspire quelque chose, le texte? Dites-moi si quelqu'un a une idée. Non? Ça vous inspire rien? Le texte que vient de lire Jaden? C'est juste en fait sa description, et en fait on peut voir déjà qu'il a plusieurs représentations. Mhm. D'accord. On le dessine avec une peau verte par moment, donc c'est la végétation. On dit que il est le créateur des minéraux, donc des pierres, et on voit la terre, la description de la terre avec les minéraux, les plantes, les animaux, etc. C'est tout ce qui sort de la terre. Donc, ok. Et moi, le dernier paragraphe ici, l'oie était l'animal sacré et son symbole, ça me rappelle quelque chose. En fait, ici, on nous dit précisément que, en fait, ce qu'on disait comme canard tout à l'heure, c'est pas un canard, hein. C'est une oie. La différence entre une oie, on va voir ce que c'est que l'oie, hein. L'oie, ok, c'est un oiseau. Ah, ça, c'est l'ouette. C'est pas là, c'est pas l'oie. Oh, je vais taper l'oie. Voilà, voilà l'oie. Donc, vous voyez, ça s'apparenterait plutôt à une oie. Ça, c'est un peu les oies du nord. Mais ce que je voulais dire, c'est que la caractéristique de l'oie, c'est qu'il ne vole pas haut, hein. Il ne vole pas très loin, en fait. C'est un animal assez proche du sol terrestre. Moi, quand j'étais petit, on avait une grosse oie à la maison et il courait après les gens. Il courait après nous et il pouvait faire 2 mètres d'envergure quand il déployait ses ailes. Donc là, l'oie, animal sacré, donc on disait que entre deux, ils disent que on peut le comparer aussi au grand
grand oie capteur. Donc, ce que je voulais relever, c'est que quand on disait canard, c'est plutôt une oie. OK. Bon, donc, au niveau des attributs, lorsqu'on parle de Geb, on renvoie ça à la terre, à la végétation, on dit que de l'eau sort, jaillit de son corps pour arroser cette végétation. Donc là, bon, ben, si vous vous projetez, vous voyez, c'est la Terre dans son fonctionnement. Hein, de l'eau sort de son corps, ça ça vous renvoie à quoi ça? De l'eau sort de son corps. Qu'est-ce qui sort de la Terre des fois quand vous faites des promenades dans la nature? Pardon? Les plantes, Les les nappes plantes, phréatiques. L'eau? Oui, ben l'eau, c'est plutôt les nappes phréatiques, c'est plutôt en dessous. Mais quand on dit l'eau sort de son corps, c'est pas des c'est cascades d'eau. des cascades, voilà, des cascades, ou Gisèle. alors des geysers, voilà. C'est une description comme une autre de la Terre et ce qu'on peut observer d'elle. Donc, vous voyez, on disait que de l'orge pousse sur ses côtes. euh, Ça renvoie à d'autres choses dans la mythologie égyptienne. On le verra quand on verra Osiris. Donc, vous voyez, donc on décrit les attributs de Geb là avec tout ce qui est lié à la Terre. OK? Bon, on va regarder rapidement la famille. De toute façon, cette famille, on les connaît. C'est Chou, la déesse enfin, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité. Ils donneront des enfants qu'on verra tout à l'heure. OK? Geb était redouté en tant que père des serpents. OK, voilà. Donc, là, les fonctions. Alors, ces fonctions, c'est quoi? Dans le livre des morts, on va peut-être lire ici pour rapidement. Qu'est-ce qu'il veut me lire? Les fonctions de Geb. À quoi il servait en fait? Ouais. Allez-y. Qu'est-ce qu'il veut me lire? Les Moi, fonctions. je vais bien lire. Euh, Naïli. c'est Naïli. Voilà. Naïli, lis-moi la partie sur les fonctions de Geb. Ok. Geb est l'une des plus anciennes divinités, pardon. Il est l'héritier du trône de son père Chou. Geb fut aussi le symbole de la royauté en prenant de force à sa mère Tefnut pour en faire sa reine épouse. Geb devint le troisième pharaon divin, régnant après son grand-père Ré, son père Chou et avant son fils Osiris et son petit-fils Horus. Il donna son nom au trône du souverain qu'on appela le trône de Geb. Dans le livre des morts, Pharaon dit « J'ai été jugé être l'héritier, le seigneur de la terre de Geb. J'ai eu l'union avec des femmes. Geb a rafraîchi et il m'a fait monter sur son trône. » La cérémonie qui marquait l'avènement d'un nouveau pharaon donnait lieu à la libération aux quatre coins du ciel de 4 oies sauvages pour porter chance au nouveau roi. En tant que divinité knotienne, Ouais, je m'en tiens, ouais. Geb a été naturellement associé au monde souterrain et donc aux morts qui étaient enterrés dans le sous-sol. On disait que Geb ouvrait ses mâchoires pour accueillir les défunts et les fermait, les retenir prisonniers. Les personnes reconnues coupables considérées comme des ennemis de Ré étaient attachées au poteau de Geb pour être exécutées. Geb a continué ce rôle de juge des morts dans l'au-delà en tant que père d'Osiris. Geb pouvait être invoqué pour apporter une aide paternelle à tous les morts qui étaient rituellement identifiés à un Osiris. On a dit le rire de Geb et les sombresautes qu'ils engendraient étaient la cause des tremblements de terre. OK. Donc, les fonctions de Geb sont nombreuses. Pour rectifier un petit peu, hein, en tant que divinité chtonienne, c'est comme ça qu'il faut le lire, hein, chtonienne. En tant que divinité chtonienne, Geb a été naturellement associé au monde souterrain. Donc là, on parle de Geb en tant que fils de son père et petit-fils de son grand-père qu'on connaît, donc son grand-père étant
Atum Ré, son père étant Chou. Donc on l'utilisait aussi dans le livre des morts, on en a parlé un peu là. Il était juge, héritier, c'est ça, voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on dit de Geb aussi? Lorsque des ennemis étaient capturés, ils étaient attachés au poteau pour être exécutés, sous-entendu le poteau de Ré. Souvent, les poteaux sont, enfin le poteau de Geb, autant pour moi. Les poteaux sont, on le sait tous, plantés dans le sol. Hein. On est d'accord? Voilà, donc il a continué à jouer le rôle de juge des morts dans l'au-delà. Mais on verra que Osiris aussi, lorsqu'on verra Osiris, on verra que Osiris est aussi le juge des morts. Donc il a le même attribut, Osiris aura le même attribut que son père Geb. Ok, un commentaire sur cette partie-là? Il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous vient à l'esprit, que vous voulez commenter? Ça va? Ok. Donc en fait, Non, moi, Geb a une fonction de juge. Hein? Il représente en fait l'héritier, l'un des héritiers de Ré. Alors ici, le culte qui lui est consacré, on va lire rapidement. Ces lieux de culte se situaient à Héliopolis, en Basse-Égypte. C'est pour ça qu'on parle là des Néades d'Héliopolis. Donc, où il serait né et où il faisait partie de l'Énéade. À Memphis, à Kom-Ombo et le temple de Coptos en Égypte, en Haute-Égypte. Il y a aussi une représentation importante du dieu dans le temple d'Amon-Ibis, dans l'oasis de Karga. Donc, c'est tous les endroits où on faisait un culte à Geb. Et il y a quelques légendes qu'on reverra certainement avec Nout. Donc, bon, je vais faire ouais, ici, c'est des choses que vous connaissez déjà. On parle de Geb et de son grand-père Ré, voilà, ok. Et la filiation, on a parlé également. Lorsque vous voyez donc là, l'arbre généalogique de Geb, il est ici, et il est bien ici le descendant de Chou et Tefnout. D'accord? Fonction terre, végétation, on l'a vu, attributs, terres, minéraux, plantes, etc. Symbole, oie, taureau, serpent, orge. On voit que les animaux qui le représentent, c'est des animaux terrestres, hein, terriens. Hein. Le taureau, le serpent, c'est des animaux qui ne volent pas, hein, qui ne volent pas haut, en tout cas. Vous voyez? Donc il y a une cohérence hein, dans la philosophie égypto-nubienne. Il y a une cohérence avec, on l'a vu hein, plusieurs fois, il y a une cohérence avec ce qui est observé autour de soi, la nature, le cosmos, l'univers. En fait, ce qui est de l'ordre du visible et ce qui est de l'ordre de l'invisible. C'est très important. Il faut avoir en fait cette plasticité au niveau de l'esprit dans l'interprétation des choses. D'accord. Bon, donc, pour Geb, on va arrêter là, on va basculer à Nout, qui est le deuxième Nout déesse. Personnage qu'on va voir aujourd'hui. Nout déesse. Alors, pourquoi il ne me donne pas? Je tape Nout, la déesse Nout égyptienne. Voilà, déesse Nout égyptienne. On va voir les images de Nout. Ok, ok. Vous voyez? Donc, même principe, description de Nout. Qu'est-ce qu'il veut me décrire, ce qu'il voit sur Nout là?
c'est la même chose que Tefnout. Ah, et Charis, alors pourquoi tu dis ça? Parce que, en fait, Tefnout, elle est représentée comme une femme portée par Chou. Et c'est la même chose pour Nout. Elle aussi, elle est Alors, non, non, représentée comme une femme. attends, répète ta phrase là. Tefnout est représenté. Attends, répète la phrase que tu viens de dire. Tefnout est représentée comme une femme portée par Chou. Tefnout Et est représentée comme une femme portée par Chou. Où ça? Où est-ce que non, tu mais ce vois? que je veux dire, c'est que elle a la même position que Tefnout. Elle a la même. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Essaie de m'expliquer un peu plus parce que je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux me dire. C'est-à-dire que tu dis. Alors, tu dis Tefnout, c'est comme Nout. D'accord? Ça, c'est ce que tu dis. Oui. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Tu me dis que Tefnout est représenté. Non, Euh, Tefnout, elle est représentée comme une femme oui. je sais pas la position, mais qui, un peu, je sais pas, mais Ah, mais quelle comme image elle a te. la même position que Nout, en fait. Alors, dis-moi quelle image te permet de dire ça. En fait, j'essaie de trouver. Bah, la toute La première, là, première. Ici, là, oui, cette première image-là, oui. euh, et donc, et tes floutes, tu vois tes floutes dans cette image-là? Non, je la Ah, vois pas. où est-ce que tu vois tes floutes dans les images qui sont ici, là? Je crois pas qu'il y en a. Attendez. Non, elle est Alors, pas là. Ou elle est attendez. toute. En fait, je suis pas sûre, mais soit c'est elle, soit elle est pas là du tout. En fait. Ah, parce qu'en fait, bon, peut-être que tu as des informations que nous, on n'a pas, qui te permet de faire ces déductions. Et donc, c'est pour ça que je te pose les questions, hein, pour qu'on essaie de comprendre, en fait. Mais, euh, alors, moi, j'ai du mal à voir Tefnout, là, dans les images, puisqu'on a dit que Tefnout, c'est le principe, c'est l'humidité, c'est l'eau. Et la dernière fois, quand on a décrit Tefnout, peut-être que tu as raison, je sais pas, on va taper Tefnout, Tefnout, déesse Tefnout est pas là, égyptienne. je sais pas que Voilà. celui-là. On va regarder les images de Tefnout, ça va nous remettre en mémoire. Alors, Tefnout, elle est là. Donc, Ah, elle a une tête non, de lionne. Elle a une tête de lionne. Les deux Uræus sur la tête qui encadrent le disque solaire. Donc, ça, en fait, Tefnout, elle est plutôt, si on devrait la comparer, elle serait plutôt un peu c'est que assimilée à Sekhmet. Bah oui, bah oui, oui. Donc Tefnout est là, tu vois. Donc là, quand on voit Nout, pour le moment, on voit pas Tefnout directement. Peut-être cette image-là, mais cette image-là, elle renvoie plutôt à quoi ici, cette image? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme divinité, celle-là? bah la même chose. Ah non, regarde bien les attributs. C'est très important les attributs. Bah Achou ou Non, peut-être pas. non, je dirais pas ça. On l'a vu, hein. Vous faites les révisions en même temps. Qu'est-ce qui peut me décrire brièvement l'image? Ça va vous remettre en mémoire, peut-être, hein. Allez-y. Moi, je veux bien. Vas-y, vas-y, Colin. Ben, on dirait Hathor avec ses cornes. Ah, D'accord. Oui, à tort, avec ses cornes, et qui encadre le disque solaire sur la tête. Oui, il y a d'autres attributs. Par exemple, son collier, Ah oui, j'ai oublié comment ça s'appelle, le collier le à cornes. ménat, le Oui. ménat. Voilà, on l'a vu ça, avec Hathor. Donc là, Tefnout se rapprocherait plutôt d'Hathor, hein. Mais
puisqu'on est dans l'observation et la déduction des choses, ce qu'on voit en tout cas dans l'iconographie, la façon dont Nout est dessinée, on pourrait la renvoyer un petit peu plus à tort. Mais on a vu que les dieux ou les divinités avaient des transformations, des hypostases. C'est le terme qu'on avait utilisé pour décrire ça. Transformation, des hypostases. Et bon, c'est pas complètement faux ce que tu dis, Charis. C'est pas complètement faux ce que tu dis. Mais sauf que ici, on le voit pas. Il nous faudrait une image qui, sans nous, enfin, avec une certitude plutôt, nous dise que vraiment c'est de cette Tefnou que l'on parle. Mais ici, on ne voit pas l'image. Hein. Ici, on voit plutôt, on voit Nout, on l'avait vu tout à l'heure, qui est courbé au-dessus de Geb. Donc, il y a plein d'images ici qui nous renvoient à la même description de Nout. Par exemple, celle-là, elle est assez parlante. On vous montre un dessin, des hiéroglyphes qui sont gravés dans les tombeaux, et en dessous, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est quoi ça? Ils ont essayé de représenter les divinités dans le monde réel. Répète. Pardon. Répète ce que tu viens de dire. Ils ont essayé de représenter les divinités dans le monde réel. Non, ça c'est une photo, hein. C'est ce que Oui, tu as en dessous, c'est une photo. Donc, et c'est une vraie photo. C'est pas un dessin. Hein. Ça c'est pas un dessin. C'est-à-dire que le soir, quand tu lèves la tête au ciel, tu vois les étoiles. Oui. Bah, oui. Enfin, quand il fait beau, enfin il fait beau. Quand il n'y a pas de nuages, tu lèves la tête dans le ciel, qu'est-ce que tu vois? Le soleil. Le soir. Ah, alors la lune ou les étoiles. La lune ou les étoiles. Dans la journée, tu vois le soleil, ok. Dans le soir, tu vois des étoiles. Et là, on a une photo du ciel, hein, avec des étoiles et une sorte de C'est voie lactée. Nout. C'est la voie lactée. C'est la voie lactée. Vous voyez? Vous, vous voyez ou pas? Ou bien c'est trop petit? C'est trop Non, petit. C'est trop petit. Alors peut-être, je sais pas si je peux agrandir, mais non, parce que en fait, ça nous renvoie à un texte. C'est pour ça. C'est trop petit, mais en fait, c'est la voie lactée, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est la voie. C'est en fait, c'est la voûte céleste. Hmm. Ça, c'est la voûte céleste. Et c'est nous. En fait, quand vous levez la tête au ciel, le soir, quand il fait très beau, vous voyez, quand il fait beau, quand il n'y a pas de nuages ou quand il va pas pleuvoir, vous voyez les étoiles. Et ce qu'on appelle la voie lactée, toute la voie lactée, quand vous levez la tête, ben d'un point à l'autre, vous voyez l'immensité de l'univers, c'est comme si cette voie lactée recouvrait la Terre. Hein. Vous avez déjà observé ça? Ouais. Et ben, en fait, dans les iconographies, c'est ce que les anciens Égyptiens représentaient là. Une déesse qui recouvre Geb, la Terre, et qui est le principe féminin, avec plein d'étoiles, plein d'étoiles.
sur le corps. Ça, c'est Nout. D'accord? C'est Nout, ça. Et on dit qu'il est porté par Chou. Donc, on représente Chou ici. Et Geb, toujours au sol, dans cette iconographie. Est-ce que ça va? Est-ce que vous faites de la connexion là? Oui. Ouais? Ouais, donc, on retourne aux iconographies. Ici, par exemple, on a toujours Nout qui recouvre des divinités qui sont en dessous d'elle, là. Hein. Donc, on parle des 42 gnomes, mais on va pas détailler ça aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est Nout, qui est principe féminin, donc le ciel, qui recouvre toutes les divinités. Voilà. Ici, on représente uniquement Nout, porté par Chou. Il y a d'autres iconographies de Nout. Et à chaque fois, en fait, ça renvoie à principe féminin. Alors ici, il y a un Nout assez particulier. C'est un Nout qui lève les bras au ciel et qui porte le disque solaire sur la tête. C'est plutôt une sculpture, ça, qui se trouve au Louvre. Ça va sur l'iconographie ou la représentation de Nout? Oui. On va aller lire. On va aller lire ce qu'on peut trouver sur Nout. Attendez, rapidement. Bon, je vais prendre Wikipédia. Wikipédia. Ça va être plus simple. On va lire rapidement Nout ici. Alors, avant de lire, il y a un truc qui m'intéresse là. Vous allez me le commenter ici. Donc, vous voyez bien l'iconographie de Nout et Geb. Donc, Geb en dessous de Nout. Mais ici, vous avez le nom hiéroglyphique de Nout. Donc, Nout. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous voyez là. Ces trois trucs là, c'est quoi? Moi, je vois une sorte de vase et une Ok. table. Une table. Donc, tu vois une sorte de vase, une table. Oui. Et un Et là, demi-soleil. un demi. Alors, en fait, on peut le considérer comme un demi-soleil, mais c'est plutôt, souvent en égyptologie, on dit c'est une galette de pain coupée en deux. C'est la moitié d'une galette de pain. Et ça représente toujours le principe féminin. Quand vous voyez ça dans les hiéroglyphes, c'est T. C'est pour ça qu'il y a T ici. Mais le vase, on l'a vu avec le Noun. Hein. Vous vous souvenez de Noun? La façon dont on écrivait Noun, avec trois vases. Et le vase, c'est N, Noun. Et ce que tu considères comme une table là, c'est l'horizon. C'est l'horizon, c'est le ciel en fait. C'est ça. C'est la déclinaison, c'est le ciel. C'est un peu l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est le ciel. Et donc, ça se lit N, nous, et le T montre que c'est un principe féminin. Hein. Donc, quand vous voyez cette écriture, c'est Nout. C'est juste pour vous faire un petit rappel sur ce vase-là qui représente aussi nous, le son nous. Donc Nout, on va lire un petit peu Nout pour comprendre ce qu'on nous en dit. Allez-y, qu'est-ce qui veut me le lire? C'est Émilie.
Qu'est-ce qui n'a pas encore lu là, qui veut bien lire? Nout. C'est normal qu'il y ait un écho, parce que quand vous parlez, on entend un écho ici. Ah, ça veut dire qu'il y a un micro ouvert. Il y a un micro ouvert qui renvoie l'écho. C'est toujours le cas? Oui. Ah, c'est qu'il y a un micro ouvert chez quelqu'un, je crois. Vous avez vérifié tout le monde a. Ou alors, il y a quelqu'un qui a ouvert Telegram sur deux PC qui sont dans la même pièce, un truc comme ça. Ça doit être ça. En fait, il y a deux PC ou téléphones qui sont connectés à Telegram, qui sont dans la même pièce. Donc c'est pour ça qu'il y a ils se renvoient en fait les sons. Ça doit être ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut me lire donc rapidement sur Nout? Parce que Nout, c'est une divinité très très importante. Hein. On a vu tout à l'heure le principe féminin, les étoiles sur le corps de Nout, elles recouvrent Geb. Donc en fait c'est le symbole de la femme, Nout. On va lire un petit peu Nout et puis on va essayer de commenter. Qu'est-ce qu'il veut bien me lire, Nout? Moi, je vais bien. Oui, alors vas-y, s'il te plaît. Nout est une déesse de la mythologie égyptienne qui fait partie de la grande Ennéade d'Héliopolis. Déesse du Oui, ciel, Nout symbolise le firmament et fut considérée comme la mère de tous les astres. d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Vas-y. Donc les mythes qui entourent Nout, c'est quoi? Vas-y, continue. La déesse Nout fait partie en tant que déesse originelle du mythe de la création de l'Ennéade et d'Héliopolis. Selon ce Mhm. mythe, elle est la fille de Chou, dieu de l'air, de Tefnut, déesse de l'humidité, et la sœur jumelle et épouse de Geb, dieu de la terre. Ils forment ainsi 4 éléments primordiaux. Elle est en outre la petite fille du dieu soleil Atum. D'accord. Donc ça, c'est un rappel. Hein. Depuis 2 semaines déjà, on le rappelle. Hein. Nout fait partie de l'Énéade et elle fait partie des enfants, enfin des grandes divinités qui sont issues de Atum-Re. Donc c'est ce qu'on représente ici. Alors ici, on va parler un peu d'ici, qui va nous introduire quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on voit bien ici que Nout recouvre Geb et de leur union vont naître Osiris, Isis, etc. D'accord? Et là, on nous introduit dans le mythe, il y a un son qui grésille, je ne sais pas lequel c'est, il y a un son qui grésille. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et qui génère du son. Donc, on dit ici que jaloux de leur union, Chou, en fait, leur père, hein, puisque Chou, c'est le père de Nout et Geb, hein, Chou avait séparé Nout et Geb pour une durée de 360 jours. D'accord? Nout réussit à gagner au dé contre Thoth. Thoth, c'est qui? Vous vous rappelez de Thoth? Oui. C'est pas le C'est dieu qui? de la connaissance? Non? Le dieu de la connaissance, exactement. Donc le dieu de la connaissance, c'est Thoth, c'est Djéouti. C'est Djéouti. Donc ça vous fait un petit rappel là. Hein. Donc Nout réussit à gagner au dé contre Djéouti, le dieu du temps, 5 jours supplémentaires qu'on appelle les jours épagomènes, entre parenthèses. Donc les jours épagomènes,
ce sont des jours qui sont rajoutés à l'année calendaire pour faire 365 jours. Avant, les Égyptiens avaient vraiment décrit le calendrier et fonctionnaient de la façon suivante. Ils comptaient 365 jours et ils rajoutaient 5 jours qu'on appelle les 5 jours épagomènes au calendrier pour faire 365. Et pendant ces 5 jours-là, il y avait des fêtes, il y avait d'énormes fêtes. On ne parlera pas du calendrier aujourd'hui, mais on pourra en parler. C'est très important. Donc, durant ces 5 jours, c'est durant ces 5 jours supplémentaires que on dit que Nout s'unit à Geb et donna naissance à Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Donc, c'est dans la mythologie. Hein. Certaines versions de la légende disent que Nout enfanta aussi Horus l'Ancien, qui est en fait le Horus, non pas l'enfant d'Osiris et Isis, mais l'Horus qui fait partie des 5 jours épagomènes, puisque là on a Osiris, Seth, Isis, Nephthys et Horus l'Ancien, ça fait 5. Donc ce paragraphe-là nous introduit la notion de calendrier. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est juste pour vous l'évoquer. On ne va pas le détailler aujourd'hui, parce que déjà, il va être l'heure. On ne va pas le détailler aujourd'hui, mais c'est très important de connaître cette histoire de 365 jours plus 5 jours épagomènes. Parce que ça fait partie de l'observation de l'astre solaire et de son rapport avec la Terre. On en parlera une autre fois. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi je serais jaloux de leur union à Anout et Geb? Pourquoi le père serait jaloux de l'union de ses fils? C'est ça que tu veux dire? Oui. Alors, c'est un mythe. C'est un mythe pour introduire une notion importante. Parce que on dit que Chou sépare Nout et Geb. Ça, on l'a vu, ça. Oui. Et puis, quand vous sortez dehors, vous le voyez. Quand vous êtes dehors, on a bien vu que on voit pas l'air, en fait. On voit pas l'air, on voit pas. Or, l'air, c'est Chou. On est d'accord? Et de fait, Chou, il sépare le ciel de la terre. Ça, c'est observable par tout le monde, ça. Mais on essaie de le romancer, hein, pour que ça reste dans la tête, en fait. C'est des mythes, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de mythes. C'est des histoires qui sont racontées pour que les gens puissent se les transmettre de génération en génération, se les racontent, en fait. C'est plus facile d'accès. Donc, pour romancer, on dit que Chou, jaloux de l'union de Geb et Nout, essaie de les séparer. C'est pour ça qu'on dessine Chou qui sépare le ciel de la terre. Dans les iconographies qu'on a vues tout à l'heure, Chou sépare bien le ciel de Geb, la terre. Ça va? Oui, c'est bon. Alors, c'est pas évident de se dissocier des mythes. Les mythes permettent de raconter, mais il faut aller au-delà du mythe. Il faut prendre l'essentiel des mythes. D'accord? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir continuer, il va être l'heure, mais si je balaye un petit peu ce qu'il y a ici rapidement, alors Nout, déesse céleste. Adéwalé, tu veux bien me lire le paragraphe là?
Adéwale n'est plus avec nous, peut-être, non? Alors, qui est-ce qui veut me lire ce paragraphe? Eva? Tu es là? Moi, je viens. Alexandre? Oui, Vas-y, Alexandre. ok. Note déesse céleste. Note remplit une fonction importante dans dans la cosmogonie égyptienne. Elle incarne le ciel, sa colère et le tonnerre, ses larmes, la pluie. Son corps symbolise la voûte céleste et sépare la terre du déluge qui l'entourait. Selon les traditions, le corps de Nout se déploya au-dessus de la terre pour la protéger. Ses membres qui devaient toucher le sol symbolisent les 4 points cardinaux. D'accord. Ok. Elle- Déjà, on va faire un petit commentaire là-dessus. Ok. Donc là, vous voyez que, contrairement à Geb, les éléments qui entourent la description de Nout nous fait lever la tête, nous fait lever la tête vers le ciel. Hein. On dit que de sa colère sort le tonnerre. Et ben, le tonnerre, il sort pas de la terre. Le tonnerre, quand il y a des éclats de tonnerre, c'est dans le ciel. Ses larmes, c'est la pluie. La pluie tombe d'où? Du ciel. Son corps symbolise la voûte céleste et sépare la terre du déluge qui l'entourait. Donc là, on est dans la description de, on est dans la description des temps très 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 lointains. C'est-à-dire que les Égyptiens avaient déjà une notion de comment le monde s'était créé. Parce que dans ce qu'on raconte là, ça ne s'est pas fait sur 1 milliard d'années, c'est sur plusieurs milliards d'années. Vous voyez? On nous raconte des mythes, on nous raconte des choses là, mais ça s'est fait sur des milliards et des milliards d'années. Donc nous les humains, on est très très récents par rapport à la création. Donc là, on nous explique là, par des mythes, en fait, la façon dont l'univers s'est créé et s'est déployé depuis le Noun. Et là, quand on en vient à Nout, la déesse céleste, et on nous renvoie au ciel. On nous renvoie à la voûte céleste, on nous renvoie à tout ce qui est au ciel, notamment les manifestations du ciel sur la terre. Et de fait, le ciel, c'est l'horizon. En fait, oui, c'est l'horizon qui recouvre la terre. On le voit bien dans le schéma là. Ok, bon, on va faire une synthèse sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On va pas aller plus loin. C'est déjà assez dense ce qu'on a vu aujourd'hui, mais on va juste en faire un résumé sous forme de synthèse. On a bien vu Geb et Nout, et on a vu vraiment la différence entre les deux. Geb représente l'élément, si on veut employer des termes un peu scientifiques, l'élément tellurique, donc qui a rapport avec la Terre, et Nout représente l'élément céleste, hein, en rapport avec le ciel et ses manifestations. Et c'est des enfants de l'air et de l'eau dans la grande Énéade. Dans cette Énéade-là, donc on a fait le Noun, Atumra Kipri, Chou,
Tefnut, Geb, Nut. On a vu donc que ces éléments-là, dans ces éléments-là, il y a les 4 éléments. Et dans les 4 éléments, on retrouvera Chou, l'air, Tefnut, l'humidité ou l'eau, Geb, la terre. On aura l'élément feu dans Ra, et Nut recouvre un peu tout ça. Donc il y a une imbrication dans les 4 entités qui viennent de Ra, il y a une imbrication et ils dansent un ballet tous ensemble. Et on a vu tout à l'heure que Nut, le fait de la dessiner comme ça, c'est aussi une façon de représenter les 4 points cardinaux avec ces 4 membres. Donc vous voyez, ça va assez loin dans la conceptualisation des choses. Est-ce que ce qu'on a vu la semaine dernière et cette semaine, ça va dans la compréhension de comment le monde a été créé selon les anciens Égyptiens? Je vous pose la question et on terminera par ça. Moi, j'ai pas tout compris, mais sinon, ça va un peu. Alors, tu n'as pas tout compris. OK. Parce que ça va dans tous les sens ou bien parce que tu n'arrives pas à mettre des images sur ce que l'on dit. Tu n'arrives pas à te représenter les choses. C'est parce que ça va un peu dans tous les sens. D'accord. Alors, qui est-ce qui a compris et qui pourrait expliquer? C'était Adéwalé, c'est ça? Qui est-ce qui a compris et qui pourrait expliquer un petit peu Adéwalé? Non, personne ne veut se À lancer. partir de quand? En fait, ce qu'on a vu aujourd'hui et puis ce qu'on a vu la dernière fois, Adéwalé dit qu'il a du mal à comprendre. Il fait pas les bonnes connexions. Donc, qu'est-ce qu'il veut bien lui expliquer? Je me porte bien volontaire, mais je suis pas sûre si je suis pas une bonne professeure, donc C'est le meilleur moyen de renforcer les notions. Allez, vas-y avec tes mots. je vais commencer par le cours d'avant. Donc je sais que Shu est représenté par l'air, c'est le dieu de l'air, et que Tefnut est la déesse de l'humidité. Et du coup, j'ai compris que Shu, il porte Nut. Et Nut, qui elle est la déesse de la voie lactée, et sa fille, a un mari qui s'appelle Jeb et qui lui représente la terre. Et on a compris pourquoi et comment et qu'est-ce que ça représente dans la vie réelle. Mais je sais pas comment je vais l'expliquer moi. Je sais pas. Vas-y, tu es sur la bonne voie. Tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'est parfait. Je sais que Shu et Tefnut sont un couple divin et que ça va être compliqué l'histoire. Que Shu il sépare Nut de Jeb. En fait, j'ai compris maintenant. En gros, Shu il sépare Nut de Jeb parce que dans les Égyptiens, eux, ils traduisent parce que lui, il est jaloux de la relation qu'ils avaient entre eux. Mais pour nous, c'est scientifiquement parce que du coup, le ciel il est en haut et Jeb il est en bas. Je pourrais dire que Jeb il est représenté
par loi, parce que du coup, loi peut pas voler, enfin, pas de très longue distance, et que, et que, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sur Nout, son rapport à la femme, qu'est-ce que tu dirais? Ah, qu'elle se fait porter par Chou, qu'elle est la déesse de la volonté, la femme de Jeb, et que Nout est considérée comme la mère des astres, parce que, bah, c'est la déesse de la Voie lactée. Avec Jeb, elle donne naissance à Osiris, Seth, Isis, Néphis et l'ancien Horus, ou Très l'Horus bien, ancien, très bien. et que du coup, bah, son père les a séparés. Jeb, son père a séparé Jeb de Nout pendant 360 jours et 5 jours de plus, donc 365 jours. Les 5 jours, elle avait négocié avec le dieu Thoth, le dieu du temps, pour faire un jeu. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est très bien tout ça. C'est très très bien. Tu as, tu as retenu l'essentiel de ce qu'on a vu et tu l'expliques très bien, Charis. Donc ce n'est qu'un début dans la compréhension des choses, mais en fait, tout ce que tu as dit est juste. Avec tes mots, certes, mais c'est exactement euh, la déclinaison de la façon dont les anciens Égyptiens, les Kémètes, voient la création du monde. Mais il y a des choses un peu plus profondes que ça, mais c'est parfait. C'est parfait. On a vu les 4 éléments. Tu nous as dit pourquoi Geb avait un oiseau sur la tête. Ça renvoyait à l'élément terrestre. En rappel, on a vu que Chou avait une plume sur la tête. Ça représentait la légèreté, ça représentait l'air, etc. C'est bien. Nout, c'est la mère des, des étoiles. Elle a les étoiles sur le corps, la mère des astres. Et par extrapolation, nous, nous sommes des étoiles, on dira. Les hommes sont des étoiles. D'ailleurs, on nous représente en étoiles, c'est-à-dire qu'il y a la Terre, les 4, et puis les bras, les jambes. Donc, on a 5 branches, en fait. Donc, vous voyez ça, ça va très, très loin dans la déclinaison des choses. Mais nous, on y reviendra, c'est un principe très, très important, relié à la féminité, à la femme. Mais c'est très bien, Charis. Donc, on peut dire que voilà, on va recueillir ta conclusion avec tout ce que tu viens de dire. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui veut conclure? Alors, avant ça, Adéwalé, est-ce que ça, par rapport à l'explication qu'a donné Charis, ça va pour toi? Oui, j'ai un peu mieux compris avec ce qu'elle a dit. Donc, si toi, tu dois résumer, alors avec tes mots maintenant, toi, je te demande simplement en 30 secondes de me décrire la création en y intégrant les 4 éléments. Qu'est-ce que tu Ben, me en dirais? gros, Amon-Ré, il s'est engendré seul. Et puis, il y a eu Chou, Tefnut, Geb et Nout. Geb, c'est la terre. Nout, c'est la voie lactée. Chou, c'est l'air. Et Tefnut, c'est l'humidité, l'eau, tout ça. Et genre, Chou, il séparait Geb et Nout à cause de la jalousie que Charis l'a dit. Et puis, que les 4 membres de Nout, eh ben, ça représente les 4 points cardinaux. Et voilà.
C'est très bien. Merci Adewale. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Ça va. Ça va. Bon. Alors, donc, qui est-ce qui veut conclure? Allez-y. Il y a de ce qu'on a vu ces 2 derniers jours, enfin, ces 2 dernières séances, et où vous en êtes de la compréhension des choses. Qui est-ce qui veut y aller en 30 secondes? Moi, je veux bien. C'est quoi la Allez, D? vas-y, Colade. Alors, Colade, Todd, Djouti. Vas-y. Oui. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était très bien, mais comment dire, euh, la façon de voir les quatre, je sais pas, les quatre éléments primordiaux, ben, c'est un peu beaucoup d'un coup, on va dire. Même si on essaie de réduire au maximum, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Mais sinon, c'était très bien. Voilà. D'accord. Oui, alors, j'ai effectivement, ça va vite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je vous dis quand même que on ne fait que survoler là. C'est qu'on va pas dans les considérations très, très philosophiques, très pointues. Mais c'est un corpus assez dense qu'on ne peut pas aborder en 1 heure à chaque fois. Donc mais pour ne pas prendre trop de temps non plus, on l'aborde quand même et on y reviendra dans d'autres échanges, dans d'autres cours de toute façon, parce que c'est une vision, c'est une vision du monde par les Kemet. Et ce qui nous entoure, on le retrouvera même dans nos cultures, dans notre... Tiens, ça me fait penser à un truc, c'est que la prochaine fois, on va aller sur du concret. D'ailleurs, je vais vous présenter, je vais vous projeter une fête que l'on fête au Ghana tous les ans, au Ghana, au Togo, au Bénin. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à quelle divinité ça vous renvoie dans l'Énéade d'Héliopolis. Ça sera intéressant. Tiens, la prochaine fois, on va faire ça. On va partir une fête qui se fête encore chaque année aujourd'hui, et on va lire un peu un texte là-dessus, et puis on va essayer de voir à quelle divinité ça nous renvoie. Ça, c'est intéressant. Ok, mais je suis d'accord avec toi, Todd, c'est assez dense. C'est un peu ce que disait Maëva aussi la dernière fois, mais bon, c'est intéressant. Ok, alors qui d'autre? Qui d'autre n'a pas parlé? Je pense que Charisse a parlé, Adéwalé, Todd. Alexandre, Oui, ta conclusion? oui, je viens de comprendre de ce qu'on vient de dire. Ok. Tu veux plus rajouter quelque chose? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Ok. Alors, qui d'autre dans la suite? Il y a Willy? William, t'es là? Je t'ai Oui, pas entendu aujourd'hui. oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Bah non, c'est bon, tout est compris. Tout compris? Oui. Bon. Mais encore, qu'est-ce que tu as compris? Ah, tu es en train de parler, mais on t'entend pas. Ah, il y a un problème avec ton micro. Ok. Il y a un problème avec ton micro, William. Il y a un problème avec ton micro. Bon, Jaden,
Bah, moi, dans l'ensemble, ça va, j'ai compris, hein. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu la semaine dernière Mhm. dans la manière dont ils visualisent bah, du coup tout ce qui est la création du monde. Et voilà, on a pu en apprendre plus sur certains dieux et puis voilà. D'accord. Ok. Merci, Jaidan. Naïli? Moi, j'ai à peu près tout compris, à part le truc de jalousie. J'étais pas trop concentrée à ce moment-là. Et Mhm. du coup, j'ai pas compris. Ok. Alors, la jalousie, je vous l'ai dit, hein, c'est une façon de raconter les choses, hein. C'est les mythes. On a vu ça au niveau des mythes, et c'est pour raconter une histoire, en fait. D'accord? Et on le reverra de toute façon, parce que effectivement, on disait que, vous vous souvenez, quand on a étudié Sekhmet, Hathor, Bastet, à un moment donné, on a dit que Ra était en colère contre les humains et a demandé à Sekhmet de les punir. C'était une façon romancée de dire les choses. Sekhmet s'est exécuté et après Ra a eu des remords et pour la ramener un petit peu à la douceur, on avait vu qu'il avait fait préparer de la bière et il avait mélangé à une poudre rouge pour faire ressembler ça à du sang. Et Sekhmet, en ayant bu ça, s'est radouci. Donc c'est une façon romancée de raconter les choses. Donc ne vous arrêtez pas forcément aux sentiments, quoique c'est important aussi parce que euh, les sentiments, ça nous anime. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre sans sentiments. Si vous faites une petite introspection, ben, le sentiment, c'est la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans émotion, sans sentiment. Et ben, une façon de parler des divinités, en, en les rapportant un peu à ce que nous vivons, ça s'appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que c'est qu'on prêtait aux dieux les sentiments que nous, on a. C'est, c'est pour ça que on parle de jalousie. C'est-à-dire qu'on prête aux dieux nos sentiments, nous. Mais c'est pour mieux raconter les choses. Donc que ça ne vous perturbe pas trop, en fait. Faut regarder derrière l'information principale. D'accord? L'information principale, c'est que euh, Geb et Nout sont imbriqués l'un dans l'autre et génèrent les autres éléments qui vont suivre. Et Chou les sépare de fait, mais on va dire que Chou est jaloux et c'est pour ça qu'il les sépare. D'accord? Mais on verra dans d'autres textes pourquoi, ou en tout cas, qu'est-ce qui explique le fait qu'il les sépare. Parce qu'on a introduit la notion des 5 jours épagomènes et on y reviendra. D'accord? Donc ne vous laissez pas trop perturber par les sentiments que l'on prête aux dieux, même si c'est une façon de raconter les choses. Ok, alors il reste. Nani, ça va? T'as fini? Je Oui, crois j'ai que fini. Daniel n'a pas parlé. Oui, je sais, il reste Eva et Jania. Mais Nelly, t'as fini? Oui, elle a fini. Elle a fini. Donc, et il reste Eva et Jania. Qui est-ce qui veut y aller en premier? Je veux bien. Eva. Bah, du coup, moi, j'ai compris le cours, voilà. Mais en fait, c'était pour savoir parce que du coup, bah, on entend souvent dire la mère terre et tout. Et là, Geb, bah, c'est un homme. Et du coup, bah,
En fait, c'est l'inverse. C'est intéressant ça. Ah oui, oui, on dirait la terre-mère. Et là, on parle de principe mâle dans l'énéade d'Héliopolis. C'est ça? C'est ça Oui. qui t'interpelle. Oui. Eh bien, belle interprétation. De toute façon, la terre, c'est le mot qui désigne le féminin. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ben, je vous invite à chercher. On va tous chercher. Mais en tout cas, du point de vue des Kémètes, de l'Égypte antique, et voire même nous, je pense au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce serait intéressant de voir si le concept de la Terre se rapproche au féminin ou au masculin. Ça, je me suis jamais posé cette question. C'est une bonne question. Ok, va. Et Jania, Bah, moi, en vrai, j'ai tout compris, sauf le fait que bah, ce soit des frères et sœurs et que bah, ils sont en couple. oui, ça c'est encore. Alors, oui, alors ils sont des frères et sœurs, des frères, on dit des frères jumeaux. Chou et Tefnout, c'est aussi des frères jumeaux, c'est ça? Donc, le fait que ce soit des frères et sœurs et ils sont en couple, c'est ça que tu dis? Ça te, ça te Oui, perturbe? Ça te oui. perturbe? Ben, il faut pas le voir comme nous on voit les choses aujourd'hui. Donc, je répète, c'est des principes, tu vois? C'est des principes. Euh, la terre, tu marches dessus, donc tu le vois. Le ciel, euh, tu le vois aussi. On dit que c'est des frères et sœurs parce que dans la chronologie des choses, d'après les textes, ils viennent après le couple Chou et Tefnout. Et d'ailleurs, si on remonte encore vers Atum Ra, on avait vu que Atum avait en lui les deux principes mâle et féminin, puisqu'il s'est auto-engendré. Donc il avait les deux principes en lui. D'accord? Donc c'est une façon de raconter les choses. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'ils soient frères et sœurs, tel que nous on l'entend aujourd'hui. D'accord? Mais sinon, tu as compris la déclinaison des choses. C'est ça? Oui. Ok. Eh bien, c'est parfait. J'ai pas oublié. Ah, il y a Maman Zola qui est là depuis tout à l'heure. Elle écoute. Maman Zola veut dire quelque chose. Elle n'est peut-être plus avec nous. Peut-être la famille, peut-être les enfants, peut-être papa le professeur. Peut-être. J'ai pas vraiment suivi à part. C'est bien parce que ça permet de comprendre que parfois il y a nécessité d'avoir conflit pour justement que naisse une belle chose. Parce que tandis qu'il y a divorce parce que justement il y a le jour et la nuit. Donc ça permet de comprendre aussi certaines choses. Que tout conflit n'est pas négatif. D'accord. Merci. Merci bien. Donc, la prochaine fois, comme c'est assez dense, je pense qu'on va pas attaquer Osiris, Isis, Nephthys, Seth. C'est un corpus trop lourd, trop dense. On va, comme j'ai dit, on va voir une fête traditionnelle et on va essayer de retrouver des éléments liés à ce qu'on a vu sur l'Énéade héliopolitaine. En tout cas, je vais vous
Je vais faire quelques petits tests là. On va essayer de voir ce qu'on peut en tirer. D'accord? Bien. Ben, écoutez, bon dimanche à tout le monde. Profitez bien de votre semaine. Et puis, ben, dites-moi au revoir dans vos langues. Chikala Ciao, malam. bon dimanche. Alors, qui s'est dit? Ah, Oudat Seneb. Jaden, t'as dit quoi? Moi, j'ai dit Chikala malam. Ah oui, Tikala Malabou, ouais, je me rappelle. Tikala Malabou, ok. Bon dimanche. Bon Bon dimanche. dimanche. Bon bon dimanche. dimanche. Ok, Miadogo, Au revoir. au revoir. Tikala Malabou. Eh bien, profitez bien de votre semaine et à dimanche prochain. Je vais Au revoir. arrêter. Oh, Au bon dimanche. revoir. Bon dimanche, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, quitter.